Bonjour à tous. Et donc, puisque c'est moi qui commence, il me revient de remercier Thierry d'avoir organisé cette journée, qui m'a valu de me faire gronder par mes étudiants provençaux qui m'ont dit « Et pourquoi il n'y en a pas chez nous ?» Mais ils pourront bénéficier de cette journée puisque les actes seront publiés, lisibles ou audibles, enfin je ne sais pas, audibles. Les deux. Donc ils auront le son et l'image, et donc ils cesseront de se plaindre, enfin, j'espère. Donc j'ai intitulé mon topo « Partage et ou solitude de la parole ». Et je voudrais commencer en posant une question qui a un rapport un peu indirect avec mon propos, mais qui est une question qui me semble intéressante dans le cadre d'une préparation à ce concours. C'est la question de savoir s'il est possible de caractériser une poétique dont on pourrait prétendre qu'elle serait la poétique de Capitale de la douleur. Et pour vous donner tout de suite la réponse qui est la mienne, je n'en suis pas du tout convaincu. Le livre qui porte ce titre est hétérogène, très imparfaitement unifié. Les jurys d'agrégation aiment entendre parler d'unité, qui est supposée être une vertu constitutive de l'œuvre. Et qu'est-ce qui se passe si l'œuvre n'a pas d'unité ? En 1928, L'amour, la poésie vient de paraître. Éluard écrit à Jo Bousquet « Je crois que c'est la première fois que j'ai fait un livre qui se tient d'un bout à l'autre ». Ce qui suppose donc que ce n'est pas le cas des précédents et par conséquent pas le cas de Capitale de la douleur. Les textes qui composent ce livre proviennent de différents livres, de 4 ou même de 5 volumes ou ensemble. Répétition qui date de 1922, Mourir de ne pas mourir de 24, Nouveaux poèmes de 26 qui, en dépit de ce titre, réunit des poèmes qui ne sont pas tous nouveaux puisqu'on y trouve un groupe de 4 textes qui vient de Au défaut du silence, paru l'année précédente, et 5 poèmes sur 45 qui sont repris des Nécessités de la vie qui datent de 1921. Plus précisément, de la dernière section des Nécessités de la vie qui s'appelle Les conséquences des rêves. Capitale de la douleur réunit donc 2 groupes de poèmes qui se rattachent à une période dada, si on veut, et 2 autres qui lui sont clairement postérieurs. Ça, c'est encore assez simple. Mais si on examine la date de composition des poèmes, pour autant qu'on la connaisse, ce qui est loin d'être toujours le cas, les choses deviennent singulièrement plus compliquées. Il apparaît en effet, et notamment à la lecture de la lettre d'Éluard à Doucet de 1922, que les textes les plus anciens sont bien antérieurs à Dada. Certains datent d'avant la guerre. Mars 1914, par exemple, dit Éluard pour le poème « Poème », au pluriel, qui est formellement un sonnet, mais la cohérence interne du dit sonnet est peu sensible. Et le S qui termine le titre invite à penser que ce texte est lui-même un assemblage de fragments conçus séparément et réunis après coup. Lucien Scheller soupçonnait une réminiscence de Marceline Desbordes-Valmore, écrivain peu dada, dans le premier quatrain, ça se trouve dans les notes de la Pléiade. Ceci pourrait contribuer à radicaliser le doute que je formulais en commençant. C'est pas seulement l'unité du livre qui est incertaine et qui peut être questionnée, c'est celle du poème, de certains des poèmes qui sont recensés dans la table et qui ont été composés par assemblage ou par collage de fragments dont rien ne nous assure qu'ils sont contemporains les uns des autres. Il suit que définir Capitale de la douleur comme un recueil surréaliste est une simplification indéfendable. À mon sens, le définir comme l'assemblage de recueils dada et surréalistes, est-ce suffisant ? La rédaction s'étend sur une période de 12 années, ce qui n'est pas rien. Il faut en tenir compte, d'autant plus que c'est Éluard qui a jugé bon de l'indiquer, avec un certain détail, dans une lettre qui ne donne pas beaucoup d'autres détails. C'est d'autre part une évidence triviale que durant cette période, c'est-à-dire de 1914 à 1926, Éluard a un peu changé. Ses goûts artistiques, ses préférences idéologiques se sont transformés de manière apparemment radicale. Ce garçon qui était un lecteur de Laforgue et de Jules Romain,
qui, au début de 1919, ne voit que Paulan, Ramu, Gide, Valéry, Claudel, plus quelques autres qu'on a oubliés aujourd'hui, dans la quotidienne lumière de notre vérité, je le cite, se lie à Ernst, à Tzara, à Breton, se fait dada puis surréaliste, à nos yeux et aux yeux de l'histoire littéraire, il a changé de bord. Il devient lui-même ou il devient un autre. En tout cas, il opère quelque chose comme une révolution esthétique et spirituelle. Pourtant, quand Éluard présente Répétition à Doucet dans la lettre déjà mentionnée, il ne présente pas du tout ce petit volume comme un livre de rupture. Au contraire, comme un exercice de mémoire. Je le cite. Il s'agissait, écrit-il, de recueillir les déchets de mes poèmes à sujet. Tous les éléments sont là, je les trouve dans les poèmes les plus idiots de mon jeune âge. Est-ce que ça signifie que la révolution dont j'ai parlé dissimule ou s'accommode d'une continuité plus secrète? Ce serait une manière de rétablir pour partie au moins cette unité dont en commençant j'ai cru pouvoir indiquer l'absence. Une autre manière serait de rappeler la distance et les réserves d'Éluard vis-à-vis de l'orthodoxie des groupes auxquels il s'agrège. Ces réserves ont été très vite repérées, par Breton en particulier. Elles restent cependant peu explicitées, peu développées par l'intéressé, comme s'il ne voulait pas, ne pouvait pas ou ne se souciait pas de les énoncer. Parce que, et c'est un second point, Éluard n'est pas beaucoup théoricien. Ses commentateurs en sont réduits à citer un petit nombre de textes, souvent les mêmes, la préface des Animaux et leurs hommes, la conférence de Londres qui s'appelle L'évidence poétique, la lettre que je viens de citer, qui sont des textes brefs, souvent redondants, et dont la relation avec les poèmes est parfois problématique. Est-ce qu'on en conclura qu'Éluard est un de ces poètes que Baudelaire avait appelé avec mépris sans doctrine? Faut-il penser qu'il évite d'en formuler une pour ne pas porter au grand jour ses divergences avec Breton? Le fait est que la doctrine, la théorie, ne paraît pas lui importer énormément. Le numéro 5 de sa revue Proverbes imprime une sentence de Jean Paulhan tirée d'une lettre de 1920. Une théorie ne doit que déblayer, non construire, ou toutes les illusions. Ceci, toutefois, n'empêche pas le poète qu'il est de réfléchir à ce qu'il fait, et n'empêche pas ses poèmes, ou du moins certains d'entre eux, de réfléchir ce qu'ils font, d'inviter le lecteur à une réflexion sur les processus d'invention, sur la nature même du poème. Je crois que beaucoup de poèmes du recueil peuvent être lus comme des poèmes métapoétiques. Et c'est à certains de ces textes que je vais m'intéresser aujourd'hui. Je m'attacherai en particulier à un petit nombre d'entre eux qui comportent ce qu'on pourrait appeler, pardon de la cuistrerie, des légoménas. Les légoménas, c'est un participe grec qu'on trouve chez Aristote, donc si on trouve chez Aristote, l'université est sauvée, qui désigne les choses dites, les choses qui se disent. Alors, pour faire moins cuistre et plus français, j'appellerais ça des parlures. Je m'intéresserai donc aux poèmes à parlure, qui sont surtout dans Répétition. Alors, je donne deux exemples. L'un dans L'Invention, dont le titre est tout un programme, et l'autre dans le premier des deux poèmes qui s'appelle Nul. Dans L'Invention, la troisième section se présente comme ça: l'art d'aimer, l'art libéral, l'art de bien mourir, l'art de penser, l'art incohérent, l'art de fumer, l'art de jouir, l'art du Moyen-Âge, l'art décoratif, l'art de raisonner, l'art de bien raisonner, l'art poétique, l'art mécanique, l'art érotique, l'art d'être grand-père, l'art de la danse, l'art de voir, l'art d'agrément, l'art de caresser, l'art japonais, l'art de jouer, l'art de manger, l'art de torturer. Et le premier des deux nuls, ce qui se dit: j'ai traversé la rue pour ne plus être au soleil, il fait trop chaud même à l'ombre, il y a la rue 4 étages et ma fenêtre au soleil, une casquette sur la tête, une casquette à la main, il vient me serrer la main, voulez-vous ne pas crier comme ça, c'est de la folie. Des aveugles invisibles préparent les linges du sommeil, la nuit, la lune et leur cœur se poursuivent.
à son tour un cri. L'empreinte, l'empreinte, je ne vois plus l'empreinte. À la fin, je ne puis plus compter sur vous. Donc, le premier des textes que je viens de lire, donc, qui est un extrait de l'Invention, la série des arts, une série de locutions formées avec l'art, une liste des différents arts, liste dont on connaît 2 variantes, et qui est présentée dans le poème sans commentaire, sans introduction, sans conclusion, sauf à considérer comme conclusion la phrase énigmatique et surprenante chez ce poète de l'amour qui vient ensuite et qui termine le poème après un astérisque. « Je n'ai pourtant jamais trouvé ce que j'écris dans ce que j'aime. » Si on admet qu'il subsiste dans l'Invention quelque chose d'un poème à sujet, comme il dit, et que le sujet désigné par le titre, ce serait l'invention, c'est-à-dire l'écriture, la poésie, on peut admettre que la liste de locutions est un moyen de questionner avec humour, de manière rêveuse, non conceptuelle, ce mot, l'art, une manière aussi d'en moquer le prestige, de faire descendre du piédestal sur lequel le XIXe siècle a juché, de le déposer, comme dit Anne Coquelin à propos de l'art contemporain. L'art contemporain, l'art incohérent qu'il cite, est une allusion à un mouvement artistique ainsi nommé dans les années 1880 et qui s'est fait notamment remarquer par une exposition de dessins exécutés par des gens qui ne savaient pas dessiner, et les lauréats étaient récompensés par une médaille en chocolat. Est-ce que c'est une façon de convenir d'une éventuelle incohérence de certains poèmes du recueil ? On pourrait rappeler, après tout, que tout ça n'est pas si nouveau. Novalis, dernier fragment, évoquait des poèmes tout simplement harmonieux et pleins de beauté verbale, mais sans cohérence ni sens aucun, avec tout au plus 2 ou 3 strophes intelligibles. On y est. Ce qui est sûr, c'est que l'invention s'ouvre par ces 2 vers. La droite laisse couler du sable. Toutes les transformations sont possibles. Si la droite est la main droite, celle qui écrit, le sable, alors, doit avoir quelque chose à voir avec le poème, fluide et plastique, propre à prendre toutes les formes, à rebours des diamants, émaux et camées affectionnés par les poètes parnassiens ou même par Baudelaire. Fin de l'âge de la pierre, vient le temps du sable. Le poème cesse d'être une forme précieuse pour devenir une matière fluide et commune. Parmi les constantes de la poétique d'Éluard, il y a cet éloignement à l'égard des formes trop formées. Parlez-moi des formes, j'ai grand besoin d'inquiétude. C'est un vers de Pour se prendre au piège. Peu de poètes moins formalistes. Méchonique parlait naguère de forme-sens. On pourrait dire avec no moins de raison que bien des poèmes d'Éluard s'exposent et nous exposent, non pas à l'informe, parce que là on serait dans le sublime, et ce n'est pas le registre préféré d'Éluard, mais à une défection de la forme et du sens, peut-être à la débâcle. Je reprends ce mot aux notes sur la poésie, de la forme et du sens, des formes non formées ou à peine, des sens esquissés comme des pseudopodes qui font bosse sur un protoplasme avant d'y rentrer, de s'y confondre à nouveau et de reparaître ailleurs autrement. Au demeurant, l'interprétation métapoétique n'épuise pas les possibles du collage qu'est ce poème. La manière dont la liste, par exemple, est construite, ouvrant sur l'art d'aimer et clôturant sur l'art de torturer, peut aussi bien se lire comme une allusion à une aventure amoureuse qui tourne à l'aigre, mais expérience amoureuse et expérience poétique ne sont pas séparables, et l'invention en est un exemple supplémentaire. J'en viens maintenant au second de mes 2 exemples, ce poème nul que j'ai lu il y a une seconde. La première section est une liste à nouveau, une liste non plus de locutions, donc c'est ce qui se dit, j'ai traversé la rue, etc. Une liste non plus de locutions, mais de choses dites. On parle de choses vues. Il s'agit ici d'un échantillonnage, on pourrait dire un sampling pour faire brancher, de choses entendues. De même, la dernière séquence, entre guillemets, peut apparaître également comme une citation. Elle est du reste, je viens de le dire entre guillemets. Quant à celle du milieu, elle est un peu différente, j'en dirai un mot tout à l'heure. Le poème s'appelle « Nul ». Dans une première version, d'ailleurs sensiblement différente,
Il s'appelait Grotesque. Est-ce qu'il faut en déduire que ces citations, ces parlures, prêtent à rire? Je ne peux pas le croire. Tout ce que nous savons d'Éluard et du modernisme dément l'hypothèse ridiculisante. Le collage de choses dites dans le poème nous renvoie évidemment au collage inventé par Braque et Picasso vers 1911, s'inscrit dans la lignée des poèmes Conversations d'Apollinaire, de Sandrars. Je pense en particulier au Panama, le Panama ou les aventures de mes 7 oncles, où on voit par exemple collé en pleine page de publicité, en anglais d'ailleurs, pour la ville de Denver. Par ailleurs, et indépendamment de la technique du collage, la question de l'inscription de la parole commune dans un texte littéraire est une question récurrente depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Flaubert, Blois, Schwab, Gourmont, etc., etc. Elle touche, comme ici, à la question du quotidien, de la vie quotidienne, qui est une des questions essentielles du surréalisme, et à celle du lieu commun, qui est la préoccupation de Paulhan. Paulhan, on connaît son travail sur les proverbes, et en particulier sur les proverbes malgaches. Il a séjourné à Madagascar pendant quelque temps. On connaît moins, et j'en parlerai donc un petit peu plus, la revue Le Spectateur, qui a paru de 1909 à 1914, et Paulhan était membre du comité de rédaction. Le projet de la revue, il y a eu quand même 58 numéros jusqu'à la guerre, s'inscrit dans la lignée de Taine. Il s'agit d'étudier, je cite, l'intelligence et ses lois. L'intelligence, c'est le titre du grand livre de Taine sur la connaissance. Et de conduire, je cite encore, une étude critique des raisonnements quels qu'ils soient, mais surtout de ceux qui intéressent les régions les plus modestes de la vie quotidienne. En effet, selon la rédaction de la revue, une des caractéristiques de la pensée moderne, c'est de ne rien considérer comme indigne d'elle. Et c'est sans doute la raison pour laquelle on trouve dans Le Spectateur des travaux sur la publicité commerciale, sur la puissance de séduction de la réclame. La réclame, c'est la pub à l'époque. Sur la conversation et le langage concret. Dans Proverbes, la revue d'Éluard à laquelle Paulhan a collaboré très activement, j'ai vu les manuscrits, et l'écriture de Paulhan ne peut être confondue avec aucune autre. Donc dans Proverbes, on trouve aussi des annonces, c'est-à-dire des phrases ou des lambeaux de texte qui sont prélevés dans les journaux et qui sont maltraités de diverses manières. Par exemple, cette phrase qui vient d'un quotidien de l'époque qui s'appelait L'Intransigeant. Il faut violer les règles, oui, mais pour les violer, il faut les connaître, et qui est triturée de diverses manières. Il faut régler la connaissance, oui, mais pour la régler, il faut la violer. Il faut connaître les viols, oui, mais pour les connaître, il faut les régler, etc., etc. Quand on lit ces phrases dans Proverbes sans préparation, on renvoie ça au nihilisme d'Ada. Il s'agirait de manifester l'absurdité du langage et d'étendre l'empire de la dérision. C'est tout autre chose. Ce qui intéresse Paulhan et, je le crois, Éluard à sa suite, c'est le rapport de la pensée et du langage. Dans un article sur les poésies de Ducasse, Paulhan écrit en 1920 « Les romantiques faisaient confiance au langage. Ils pensaient que le langage, par nature, porte sens, qu'il est de la race de la pensée. » Je cite bien sûr. Pour eux, la question du langage ne se pose pas. Langage et pensée, c'est pareil. Pour leurs successeurs, au contraire, les mots, et j'insiste sur cette citation parce que c'est une phrase de Paulhan dans une lettre à Éluard, qu'Éluard reprend avec approbation dans la phrase de réponse. Les mots, donc, sont une matière à réduire et difficile. Difficile au singulier, ça doit donc s'appliquer à la matière.
Les opérations conduites dans Proverbes et dans certains des poèmes de répétition ont pour but et pour effet de décoller le langage de la pensée. C'est une manière de faire voir la vitre en troublant sa transparence, de rendre sensible la présence du médium langagier, de faire voir le langage. C'est ce qui apparaît de manière particulièrement claire, il me semble, dans les opérations d'amputation graduelle qu'on trouve dans Proverbes. Par exemple, on prend un proverbe, « Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse », puis on en enlève des morceaux. « Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle casse, tant va la cruche à l'eau qu'elle casse, tant va la cruche qu'elle casse, tant la cruche qu'elle casse, etc., etc. » Et vous avez des exercices similaires, sinon identiques, dans Répétition, en particulier dans 2 poèmes qui s'appellent « À la minute » et qui s'appellent « Œil de sourd ». Je reviens à nul. Il faut ajouter, dans le cas de nul, la séduction de ce que ces phrases comportent parfois d'incongru. Par exemple, l'homme aux 2 casquettes. Une casquette sur la tête, une casquette à la main, il vient me serrer la main. L'homme aux 2 casquettes, comme il y a chez Claudel, un homme aux 2 cravates. Ou encore la séduction de certains raccourcis plaisants qu'autorise la langue orale. Je cite encore ce même poème. « Il y a la rue, 4 étages et ma fenêtre au soleil. » Tout ça ne va pas sans un sourire de sympathie à l'égard des parlures et du parleur de parlures, de l'homme du commun qui les parle. Et du reste, les propos rapportés dans Nul pourraient être rapprochés de certains dialogues des récits de Paulan, en particulier, je pense à certains dialogues du guerrier appliqué, qui donnent à entendre une parole populaire, vous mettrez tous les guillemets que vous voudrez à populaire, bien différente de celle qui est accréditée par les romans naturalistes, ni brute, ni brutale, ni violente, ni grossière, déliée au contraire, subtile, singulière, inventive. Je crois que tout ça dit l'intérêt, l'attention, l'affection qu'attire ce que le poème Jour de tout, qui figure dans les nouveaux poèmes, appelle les mots ignorés de la plume. C'est là une légitimation qu'on peut préciser à l'aide des lettres de l'immédiate après-guerre qui se réfèrent de manière récurrente à tous les hommes, et je m'appuie bien sûr surtout sur la correspondance avec Paulan. Proverbe, écrit par exemple Éluard, sera pour tous les hommes. Ou bien encore, en réponse aux demandes d'éclaircissement de Paulan, nous travaillons sur un résultat acquis par tous les hommes. Il dit exactement, et ça surprend de la part du directeur d'une revue qu'on nous dit dadaïste, tous les hommes raisonnables. Ces hommes qui parlent selon le bon sens établi. Je cite encore. Quelques semaines plus tard, dans une lettre qui est lestée de quelques poèmes des animaux et leurs hommes, il formule cette prophétie, dont la première moitié au moins éclaire les poèmes à parlure. Tout le langage sera poème humain et viendra au secours de l'homme. Dans ces mêmes lettres, Éluard manifeste son désir d'abdiquer toute personnalité. Et comme Paulan lui demande des explications, il dit qu'il veut n'occuper aucune place, n'avoir de nom que semblable à tous les autres noms, ne dire que ce qui devrait être pour tous les hommes. Il invoque l'humble et raisonnable recherche de ce lien qui nous unit. Phrase de février 1919. Ensuite, il abandonnera ce langage d'enfant sage. Je le cite encore, soyons sages, honnêtes. Bon. Mais la sentence de Ducasse, qu'il va alors se plaire à citer, la poésie doit être faite pour tous, non par un, plus énergique, d'accord, plus offensive, moins sentimentale. Est-ce qu'elle a un sens véritablement différent ? La poésie d'Éluard ne veut pas être l'expression d'une singularité personnelle. Je cite un vers de Sans musique. « Je suis vraiment en colère de parler seul. »
Et s'il n'est pas surprenant que cette colère contre la solitude de la parole, ce désir d'abdiquer toute personnalité passe par un renoncement à la singularité de la parole. Pas surprenant que cette colère et ce désir fassent bon ménage avec l'attention au légoménat, avec le goût des parlures, des proverbes, des phrases qui courent les rues. Rien de moins aristocratique que la poésie d'Éluard. Elle s'est voulue parfois révolutionnaire. Elle a été perçue comme telle. Elle peut nous apparaître aujourd'hui comme la contemporaine de l'école communale et du suffrage universel. Dans Nul, est-ce que j'ai du temps? Je sais plus quel... Encore 10 minutes. Encore 10 minutes. C'est juste pour savoir si je fais sauter ça ou pas. Donc, dans Nul, les parlures sont situées aux deux extrémités du poème. La séquence du milieu, qui du reste n'a pas toujours été placée là, elle s'est baladée entre les deux poèmes nuls, les deux poèmes qui s'appellent Nuls. Cette séquence donc semble bien plus conforme que ces deux voisines aux usages dominants de la poéticité. Des aveugles invisibles préparent les linges du sommeil, la nuit, la lune et leur cœur se poursuivent. Elle aurait pu être symboliste. On pourrait la trouver chez Maeterlinck. Donc, en plaçant ces phrases poétiques au milieu des parlures, Éluard travaille dans le sens de l'hétérogène. Est-ce qu'il cherche un désaccord? Est-ce qu'il cherche à forcer un accord? Est-ce qu'il s'agit de faire reconnaître la poéticité des parlures en les confrontant à des phrases qui seront spontanément reçues comme poétiques? À nouveau, la question de l'unité est posée. En fait, ces deux phrases, on sait d'où elles viennent. Elles viennent d'une lettre. D'une lettre envoyée par Éluard à Zara depuis Tarens, dans le Tyrol, 21 octobre 1921. Et à peine retouchée. Je vous fais grâce de la lettre, qui est le texte est presque identique. Comme on dort bien ici, le pays doit être plein, etc., etc. Cet emprunt suggère peut-être une réponse aux questions que j'ai posées à l'instant. Elle confirme que le poème, ce poème au moins, comme les œuvres d'Ernst qui illustrent le livre dans sa première édition, est un collage d'éléments préexistants. Rien à voir avec l'écriture automatique, qui est un flux indiscontinu. Le poème n'est pas non plus, comme le voudrait une tradition romantique, le fruit d'un développement organique, ne se développe pas comme une plante, il résulte d'un assemblage. Plus précisément, il résulte de l'assemblage de phrases coupées avant la colle et ciseaux. Et quant à la colle, il n'y a pas d'un côté le quotidien, les parlures, et de l'autre une phrase poétique, comme une fleur parfumée au milieu des trivialités. Il y a le poétique quotidien, les parlures, et le quotidien poétique, une lettre. Il y a ma parole et la parole d'autrui, ce qui se dit et ce que je dis, côte à côte et sur un même plan. Il y a dans une lettre Apollon de 1938, donc très postérieure à notre recueil, mais je la cite quand même parce que je trouve que c'est une phrase émouvante. Elle exprime un vœu dont la formulation limpide ne dissipe pas entièrement le caractère énigmatique. Éluard écrit « Ce que je dis, je souhaite de toutes mes forces qu'on ait déjà cru l'entendre, mais pas de moi. » Ça veut dire au juste que l'énoncé poétique serait sans sujet, comme on a aimé plus tard le ressasser. Certes, mais la lire ainsi, c'est l'aplatir, la banaliser. D'abord, elle n'indique pas un fait, elle n'indique pas une vérité poétologique. Elle fait l'aveu d'un désir. Je souhaite de toutes mes forces. Et le désir, c'est que quand je parle, on entende aussi en même temps quelqu'un d'autre que moi. Ou plutôt, c'est que quand je parle, on croit entendre un autre qui reste sans nom. On croit entendre. La réception du poème, parce que c'est bien de réception qu'il s'agit, et non pas de création,
doit être affecté d'incertitude. Il en va du lecteur comme de celui qui éprouve devant une scène, un paysage, un sentiment de déjà-vu ou de déjà-vécu, sans parvenir à préciser ni le temps, ni le lieu de cette aperception antérieure qui peut-être n'a eu lieu qu'en rêve. Poétique non pas la parole qui fait nouveauté, celle au contraire où l'on entend l'écho d'une parole antécédente et qui sortait d'une autre bouche. Ainsi serait conjurée la solitude de la parole. Les mots, on le lira plus tard dans L'amour, la poésie, ne sont plus à personne. Le poème n'est pas écrit pour ouvrir sur une conscience singulière, ni même sur l'inconscient ou sur l'imaginaire d'un sujet qui ne serait semblable à aucun autre. Il ouvre sur une parole sans origine assignable, éparse dans les bouches, disait déjà Hugo. Une parole errante qu'on recueille, entrecoupée, je cite un très beau poème de la fin de Satan. Quelque chose qu'on peut comparer dans l'ordre social et humain à ce qu'est dans l'ordre cosmique le bruit de fond cosmologique. Laissons le bruit de fond cosmologique et revenons à des choses plus terre-à-terre. Les choses plus terre-à-terre, ce serait de rappeler comment cette phrase de 1938, que je viens de commenter, comment elle arrive sous la plume d'Éluard. Mars 38, donc, quelques jours à peine après la parution en librairie de Cours naturels, et elle répond à une lettre à Paulan, qui est perdue, qu'on n'a pas retrouvée, mais qui contenait, on le sait par la réponse, un mélange d'éloges et de reproches. Ce que pouvait être ce mélange, on peut s'en douter, parce que on sait à peu près ce que Paulan pensait d'Éluard. Il y a une note très peu de temps après la lettre qui paraît dans la NRF, qui est de la main de Paulan, et qui dit ceci: plus Éluard fait bref, meilleur il est. Il est ici excellent, le Pétrarque moderne. Quelques mois plus tard, mars 39, Éluard répond d'un ton pincé à Paulan qui vient de le qualifier de poète raffiné, difficile, rare. Et c'est l'occasion de se souvenir que dès 1928, dans une note de la NRF, qui rendait compte avec les plus grands éloges de la publication de Capital de la douleur, le critique de poésie de la NRF, qui s'appelle Gabriel Bounour, qui est aujourd'hui oublié, mais qui va cesser de l'être dans quelques années parce que va paraître une thèse qui, je crois, le mettra à sa juste place. Gabriel Bounour, donc, avait parlé, à propos des récits de rêve en particulier, de l'art si savant, trop savant d'Éluard. Donc, ce poète de la parole commune, ce poète des parlures, qui se réclame volontiers d'un art pauvre, qui se félicite du petit nombre de mots dont il use dans ses poèmes, qui ne se veut surtout pas artiste. Voilà ses écrits, chargés de vertu, qui semblent contredire un des rares articles de sa poétique explicite. Le voilà donné pour un artiste savant, et même trop savant, pour le praticien d'un art aristocratique qui renouerait avec l'art de pétrarchiser. Alors, il peut y avoir des arrière-pensées chez Paulan à ce moment-là, des arrière-pensées politiques, mais laissons ça. Et c'est en tout cas, c'est pas le cas de Bounour, et c'est pas le cas de tous ceux qui sont quand même relativement nombreux, qui ont parlé d'un art savant à propos d'Éluard. Ce qui importe, c'est que de tels jugements ne sont pas aberrants. Ils peuvent être relativisés, ne sont pas dénués de fondement. Les difficultés de ce poète réputé facile, à cause en particulier d'un poème de répétition qui est constitué tout entier par une prosopopée de la parole, et on ne peut pas dire que la prosopopée soit une figure de la parole populaire ou de la parole commune. Donc, les difficultés de ce poète réputé facile, les candidats à l'agrégation 2014 ne les contesteront pas, je pense. Dans Capital de la douleur, des vers comme
parfum éclos d'une couvée d'aurore qui gît toujours sur la paille des astres. Il me semble que l'épithète de pétrarchiste n'est pas impropre appliquée à eux. Je pense aussi à un monostiche qui n'est pas dans Capitale de la douleur, mais qui est dans Au défaut du silence, et qui dit « Pleure, les larmes sont les pétales du cœur. » On ne fait pas plus pétrarchiste. Donc, on me dira que ce pétrarchisme est circonscrit, localisé. D'accord. Enfin, en lisant Capitale de la douleur, c'est à chaque page, ou peu s'en faut, que le lecteur est confronté à de petits morceaux de langage qui sont très loin d'être des parlures, des manières de parler communes, qui sont au contraire des apax, c'est-à-dire des morceaux de langage qui n'existent qu'une fois, aussitôt ressentis comme tels, des singularités absolues qui, pour user d'une langue sans complexité syntaxique, sans rareté lexicale, nous confrontent à des séquences absolument inattendues, à des syntagmes parfaitement déroutants. Alors ces syntagmes, on va les ranger sous l'étiquette vague à souhait et donc commode d'images. Il y a des images dans Capitale de la douleur, mais ce mot si commode, si accueillant, si œcuménique, est-ce qu'il va nous aider, par exemple, est-ce qu'il convient à des locutions comme « faire rire la certaine » ? C'est une image, ça ? Ou bien « son corps était en ordre » ? C'est une image, ça ? Pas convaincu. Pas sûr que l'image soit le moyen de se sortir des embarras dans lesquels il nous met. Des séquences telles que celle-ci, en tout cas, n'ont aucune chance de se rencontrer dans la bouche de l'homme de la rue, de ceux qui parlent selon le bon sens établi, pour citer à nouveau une lettre à Pollan de 1919. Le lecteur se trouve confronté à des poèmes ou à des fragments de poèmes qui paraissent non pas du tout chercher le lien qui nous unit, mais rompre au contraire un tel lien. Confronté à des propos, non pas qu'on aurait déjà cru entendre, mais à de l'inouï au contraire, à un propos qu'on est bien sûr de n'avoir jamais entendu, et même à des propos qu'on aurait cru ne jamais pouvoir entendre, à des séquences impossibles. C'est par excellence le cas de « La terre est bleue comme une orange », un des vers les plus connus d'Éluard qui semble écrit pour offenser le bon sens établi. Paroles énigmatiques, lambeaux de langue privée, morceaux d'idiolectes dans l'intelligence desquels le lecteur n'a pas les moyens d'entrer. Je cite Éluard encore, c'est pour se prendre au piège. Faut-il croire que je ne ressemble à personne ? Un certain nombre de ces poèmes semblent comme un défi ou comme une nargue au lecteur, au point qu'on se demande parfois si Éluard n'a pas organisé le secret. Et je pense en particulier par exemple, à ce poème des Petits Justes qui dit « Pourquoi suis-je si belle ? Parce que mon maître me lave » et dont on nous explique qu'il a écrit ce poème en pensant à la chienne de la maison. Le fait est que, dans un recueil amoureux, c'est pas là l'idée qui vient d'abord à l'esprit du lecteur, qui identifie forcément cette belle avec l'inévitable gala. Je dis inévitable parce qu'elle revient quand même souvent dans les commentaires au point qu'on en est un peu fatigué du commentaire, pas de la personne. Qu'il se trouve bien embarrassé, le lecteur, avec ce maître au lieu d'une maîtresse et ce lavage au lieu du bain, seul autorisé à une belle, les belles étant, comme on sait, toujours propres et n'ayant pas besoin de se laver. Donc, si la rumeur sur la chienne de la maison est fondée, le poème s'agence comme un leurre. Le poète joue avec son lecteur, se joue de lui, qui n'est pas dans la connivence. Dans le manifeste Dada 1918, qui avait tellement enthousiasmé les futurs surréalistes, on avait pu lire cette sentence: l'art est une chose privée, l'artiste le fait pour lui, une œuvre compréhensible est un produit de journaliste. D'une part donc, ce que je dis est privé, incompréhensible, pour moi seul. D'autre part, ce que je dis doit être pour tous les hommes. Il faut que le lecteur confusément le reconnaisse.
D'une part, il y a une solitude de la parole. D'autre part, il faut qu'il y ait un partage de la parole. L'apax, l'image rare, la séquence inouïe, le vers agrammatical, comme disait Rifater, n'est pas fait pour rester séparé, pour demeurer à jamais incompris, comme l'écrit Zara encore dans ce même manifeste que je viens de citer. Est-ce que ça veut dire qu'il serait fait pour être compris? Je reviens à cette phrase de 38. Ce que je dis, je souhaite de toutes mes forces qu'on ait déjà cru l'entendre. Ce que vise Éluard n'appartient pas au champ de l'entendement, de la conscience claire, de la pensée analytique. Croire entendre, croire qu'on a déjà entendu, c'est pas déchiffrer, c'est pas comprendre, c'est pas affaire d'intelligence. Le désir d'Éluard, c'est pas le désir que sa parole soit comprise, si comprise veut dire que l'opacité qu'elle comporte devait être dissoute et convertie en transparence. Éluard, disait Gabriel Bounour, ne cherche pas à savoir quelle interprétation convient à ce message. Et le désir n'est pas non plus celui d'une communion intersubjective qui est absolument hors de portée. Le désir, c'est que cette parole résonne, avec et accent aigu, bien sûr, pas avec AI, et doublement, qu'elle résonne dans la mémoire de l'auditeur et du lecteur, c'est-à-dire dans l'épaisseur du temps, et qu'elle résonne aussi entre les hommes, parce qu'il faut l'avoir entendue d'un autre. Il faut que cette parole privée, intime, pour obscure et peut-être inintelligible qu'elle soit, ne demeure pas la parole d'un seul, étrangère et sans accès. Il faut qu'elle rencontre une autre intimité, qu'elle apparaisse à qui la lit ou l'entend comme sourdement familière, sans cesser d'être unheimlich, étrange, n'est-ce pas, comme c'est le mot de Freud, bien sûr. Mais d'autant plus inquiétante qu'elle est sourdement familière. Cette privauté, cette intimité d'où elle vient et en direction de laquelle elle fait signe, il n'est pas assuré qu'elle puisse être partagée. Il faut à tout le moins qu'elle puisse être éprouvée comme partageable. Je m'arrêterai là.